This is Kristen Bell. And Adam Brody. And we're dating. In our new show, Nobody Wants This. Right. We're not really dating. No, in real life, we're married. Right. Married to other people, not each other. Oh, this is complicated. Right. It's just like our love lives in Nobody Wants This, a show about what happens when a bold and sometimes provocative podcast host finds her unlikely match in a sweet traditional rabbi. You can watch every episode of Nobody Wants This now, only on Netflix. This episode is brought to you by LifeLock. October is Cybersecurity Awareness Month, so LifeLock wants to remind you to update your passwords. Using the same password across multiple accounts makes you vulnerable to cybercriminals. For comprehensive identity theft protection, let LifeLock alert you to anything suspicious and fix any issues. Start protecting your identity today with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. « 25 février 2005. Comme tous les midis, Dennis Rader rentre chez lui pour déjeuner. Il jette un coup d'œil à son reflet dans le rétroviseur de sa voiture. À presque 60 ans, il porte toujours aussi bien l'uniforme de contrôleur des espaces verts et jardins de Park City, Kansas. Pour les flics de Wichita, ce 25 février est un grand jour. BTK, l'étrangleur, vient d'être identifié. Le tueur en série, auteur de 10 meurtres sordides, les fait courir depuis 30 ans. Aujourd'hui, le temps est venu d'inverser la vapeur. 2 inspecteurs sautent dans leur voiture banalisée et se rendent au 6220 Independence Street, à Park City. En se garant devant chez lui, Dennis imagine ce qu'il fera à sa prochaine victime. Il aurait dû s'occuper d'elle à l'automne dernier, mais un imprévu lui a fait revoir ses plans. Ce n'est pas plus mal. Son passage à l'acte n'en sera que meilleur. Pour elle, il a choisi la pendaison, comme un retour aux sources. Ce sera son ultime projet, son grand final. Les flics trépignent dans le salon du 6220 Independence Street. La femme qui les accueillit, Paula Rader, semble tout aussi nerveuse qu'eux. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre et les informe que son mari vient de se garer dans l'allée. Les flics l'entendent prévenir son époux que la police est là pour lui poser quelques questions. Dennis ne laisse rien paraître face aux flics. Ça fait 30 ans qu'il joue les citoyens modèles. Il peut bien continuer un peu. Peut-être a-t-il un espoir de passer entre les mailles du filet. Mais quand les inspecteurs lui proposent de les suivre pour effectuer un test ADN, Dennis laisse ses illusions de côté. Les flics ont fini par comprendre qu'il était BTK, l'étrangleur de Wichita. Dennis Rader naît le 9 mars 1945 au Kansas, un état rural et orthodoxe du Midwest états-unien. Ses parents, William et Dorothea, sont de fervents luthériens qui ne loupent jamais une messe. Leurs 4 fils sont baptisés et élevés dans la plus pure tradition protestante. La morale religieuse rythme leur quotidien. Juste après la naissance de Dennis, la famille Rader s'installe à Park City, dans la banlieue de Wichita, la plus grande ville du Kansas. L'aîné est un gosse sensible, intelligent, discret, qui adore le canoë-kayak et suivre son père à la pêche. Un gamin sage et bien élevé, en somme. Du moins, en apparence. À l'abri des regards, Dennis nourrit de sombres fantasmes qui prennent de plus en plus de place. Dès l'école primaire, il s'imagine soumettre des actrices à des sévices sexuels. Tandis que les autres enfants jouent aux cow-boys et aux Indiens, il adore les momies, parce qu'elles sont couvertes de bandelettes et tuent des chats et des chiens errants
en les pendant avec du fil de fer. Il en retire un plaisir sexuel intense. Personne dans la famille ne semble le remarquer. Il faut dire que Dennis sait très tôt garder un secret. Et lorsque ses frères le découvrent occupé à dessiner des femmes nues, bâillonnées et attachées, Dennis prétend qu'il reproduit des photos qu'il a vues dans les magazines, sans avouer le plaisir malsain qu'il prend à la vue de ces images, ou à se masturber en s'attachant fermement avec des cordes, jusqu'à l'évanouissement. « 15 novembre 1959. À Holcomb, à quelques 200 miles à l'ouest de Wichita, la famille Clutter dort à point fermé. Herb, le patriarche, est un agriculteur qui a réussi. On dit même de lui qu'il a un coffre rempli de billets. Du moins, c'est ce que croient Perry Smith et Richard Hickok, deux repris de justice qui n'ont qu'une seule idée en tête, faire les poches à Herb Clutter. À peine sorti du pénitencier, il se pointe à l'aube dans la ferme familiale et réveille tout le monde. Ils conduisent le père dans son bureau pour qu'il leur ouvre son coffre, mais Herb n'a pas de cash. Il effectue l'essentiel de ses transactions en chèque. Smith et Hickok perdent les pédales et assassinent toute la famille. Le quadruple meurtre fait des gros titres et choque le pays. Dennis apprend le meurtre de la famille Clutter à la radio. Ce jour-là, la fille de son employeur le conduit au lycée. Il a le béguin pour cette jeune femme qui ne porte que des robes laissant apparaître ses chevilles. Tout en lorgnant sa peau nue, il se délecte des détails du meurtre que la radio lui délivre. Avant de tirer une balle dans la tête des Clutter, Smith et Hickok les ont ligotés. Ce détail excite autant Dennis que la jeune femme assise à côté de lui. L'ambiance est chargée d'un parfum d'érotisme et de mort. Un cocktail explosif pour Dennis qui se passionne bientôt pour les tueurs en série. Notamment Harvey Glattman, à qui il voue un véritable culte. Comme lui, le serial killer californien est un fétichiste des cordes. Il piège des mannequins en se faisant passer pour un photographe. Il les entraîne dans le désert, les ligote, les photographie, avant de les violer et de les étrangler. Un mode opératoire que Dennis rêve de reproduire. En 1963, Rader sort diplômé du lycée Heights de Wichita. 3 ans plus tard, en juin 1966, il s'engage dans l'US Air Force à Kansas City. Après un entraînement d'1 mois sur la base de San Antonio, dans le sud du Texas, il rejoint Wichita Falls, dans le nord de l'État, puis Mobile, dans l'Alabama, Okinawa au Japon, et enfin Tokyo. Pendant 4 ans, il officie en tant que mécanicien et technicien en électronique. Il quitte l'armée en août 70 pour revenir vivre chez ses parents. Sa mère lui trouve un boulot dans le supermarché où elle est comptable. 1 an plus tard, Rader démissionne pour un poste au sein d'une société spécialisée dans le matériel de camping. Pendant ses 4 années au service de l'armée, Dennis n'a mené qu'une seule guerre. Une guerre perdue d'avance contre ses pulsions qui ne cessent de l'assaillir. Il tente de les expier en fréquentant assidûment l'église luthérienne de Wichita. Il passe pour un bon luthérien aux yeux des autres paroissiens. Un jeune homme ordinaire qui, comme ses pairs, cherche à se marier. L'heureuse élue s'appelle Paula. Il la rencontre à l'église luthérienne. Paula fait partie de la chorale. Dennis tombe amoureux d'elle. Ils se marient le 22 mai 1971. Pour cocher toutes les cases du chef de famille exemplaire, Rader reprend ses études. En 1973, il obtient un diplôme de technicien en électronique. Dans la foulée, il s'inscrit à l'université de Wichita, en criminologie, une discipline en plein essor qui pourrait lui être d'une aide précieuse pour ses projets. Dennis a 28 ans et du temps libre. Beaucoup de temps libre.
il est au chômage. Mais il sait comment occuper ses journées. Il a des projets auxquels il donne des noms de code, comme dans les films d'espionnage. Sauf que derrière l'opération Queue de renard ou Lumière éteinte, se cachent ses futurs meurtres. Dennis se prépare comme un soldat. Il envisage tous les scénarios. Il se constitue un kit d'intervention. Des cordes déjà nouées, du ruban adhésif, des sacs plastiques, des couteaux et 2 flingues. Il finit par repérer une proie potentielle, une jeune femme aux cheveux roux qu'il croise dans la rue. Il la suit pendant plusieurs jours, prend en note ses horaires de travail, ses habitudes, son adresse. Il va même jusqu'à creuser sa future tombe. Il finit par s'introduire dans son appartement et se planque dans sa penderie en attendant qu'elle rentre. Il imagine sa terreur quand il en surgira. Il s'enivre de fantasmes pour passer le temps. Mais la jeune femme ne rentre pas chez elle ce soir-là. Dennis quitte les lieux et se remet en chasse. Joseph et Julie Otero s'installent à Wichita à la fin de l'année 73. Joseph a 38 ans. Il vient de quitter l'armée de l'air où il officiait comme instructeur et mécanicien. Il bosse à l'aérodrome de Cook Airfield, à quelques encablures de Wichita. Tout le monde l'apprécie. Julie est femme au foyer. Elle a fort à faire. Les Otero ont 5 enfants. Charlie, Danny, Carmen, Joséphine et Joseph Jr., le petit dernier. La famille est unie et respire le bonheur. Joseph et Julie s'aiment comme au premier jour. Ils se sont promis que seule la mort les séparerait. En cet hiver 1973, la mort a un nom. Elle s'appelle Dennis Rader. Comme tous les ans, il neige à Wichita. Et comme toujours quand il neige, Dennis emmène Paula au travail. Sa femme déteste rouler par ce temps-là. Dennis est serviable. Il se dévoue. C'est sur le chemin qu'il remarque Julie Otero et ses 2 plus jeunes enfants qui montent en voiture. Dennis adore les hispaniques, avec leurs cheveux de jais et leurs yeux noirs. Il observe la maison de la famille Otero à chaque fois qu'il passe dans le quartier. Bientôt, il jette son dévolu sur Joséphine, la dernière des filles, la petite mexicaine, Little Mex. Ça l'obsède. Il imagine ce qu'il lui ferait. Il visualise tout, en détail. Ça l'excite à mort. Et à mesure qu'il étoffe ses fantasmes, c'est comme s'il planifiait son crime. Il écrit tout dans un petit carnet qu'il planque dans son bureau. C'est décidé. Le meurtre de la famille Otero sera le premier projet qu'il mènera jusqu'au bout. L'opération Little Mex. « 15 janvier 1974, 8h30. Il fait encore nuit. La neige étouffe les bruits de la ville. Chez les Otero, on se prépare à partir. Charlie, l'aîné, a des examens toute la journée. Il demande à son père de le déposer plus tôt à l'école pour être sûr d'être à l'heure. Danny et Carmen, son petit frère et sa petite sœur, l'accompagnent. Julie est encore en robe de chambre. Elle reste avec Joséphine et Joseph Jr., qui ne sont pas encore prêts. Dennis est prêt. Cela fait des semaines qu'il observe les moindres faits et gestes de la famille Otero. Il connaît leurs habitudes sur le bout des doigts. Ce 15 janvier au matin, il conduit Paula à son boulot et va garer sa voiture sur le parking du centre commercial. Il porte une grosse parka qui contient l'ensemble de son kit d'intervention. Il a son scénario bien en tête. Il se le repasse en boucle. D'abord, voler une voiture sur le parking, une bonne idée pour rester incognito, puis se diriger sans se presser vers le domicile de la famille Otero. Julie prépare des sandwichs tout en surveillant ses enfants d'un œil aimant. Joséphine, 11 ans, est l'artiste de la fratrie. Elle écrit des poèmes, dessine. Joseph Jr., 9 ans,
est le portrait craché de son père. L'œil charmeur, athlétique. Des gamins formidables. À l'extérieur, Dennis escalade la clôture. La neige amortit son atterrissage. Ses chaussures y laissent des traces, à côté de celles d'un chien. Dennis marque une pause. Il n'a jamais remarqué que la famille Otero avait un chien. Ça pourrait faire tout capoter. Tant pis. L'excitation l'empêche de reculer. Il saisit sa pince coupante. Il sectionne la ligne téléphonique. Il fait le tour de la maison pour passer par derrière et tombe nez à nez avec Joseph Junior qui promène Lucky, le chien de la famille. Il le fait entrer sous la menace de son colt. À l'intérieur, Dennis a une surprise bien plus désagréable. Le père est là. Denis le croyait parti. Et pourtant, il est là, sirotant son café, avec son physique de boxeur amateur. Dennis n'a pas envisagé que le père pourrait être présent. Il va devoir improviser, et il déteste ça. Joseph croit d'abord à une blague. Comment prendre au sérieux cet énergumène qui ressemble à un inspecteur des impôts ? Mais le type a un calibre pointé sur sa famille. Et il ferait tout pour les protéger. L'intrus dit qu'il fuit les flics, qu'il lui faut de la thune et une bagnole pour se rendre en Californie. Les Otero ont intérêt de faire ce qu'il dit, s'ils ne veulent pas y passer. Toute la famille se couche face contre terre. Joseph rassure sa femme et ses enfants. Il ne leur arrivera rien s'ils ne résistent pas. Résistance ou pas, Dennis a déjà prévu de les tuer tous les 4. Il les ligote avec les cordes qu'il a préparées à l'avance et les rassemble dans la chambre parentale. Il installe la mère et la fille sur le lit, le père et son fils à même le sol. Joseph tente de couper court. Il dit à l'intrus de prendre ce qu'il veut et de se barrer. Ils ne diront rien à la police. L'homme quitte la chambre. Joseph espère que ses paroles ont fait mouche. Il rassure sa femme, sa fille, son fils. Tout va bien se passer. Mais l'intrus est déjà de retour dans la chambre. Un sac plastique entre les mains. Il s'en sert pour entourer la tête de Joseph. Sa femme et ses enfants hurlent. Joseph se débat comme un lion. Il parvient à trouver le sac avec ses dents, mais il ne peut pas faire plus. Ses mains sont solidement liées derrière son dos. Son meurtrier revient avec un second sac, qu'il noue autour de son cou avec un t-shirt. Joseph perd connaissance. Au volant de la voiture de la famille Otero, Dennis repasse le film de ce qu'il vient de faire. Il n'a jamais été aussi excité de sa vie. Il a tellement attendu ce moment. Il l'a imaginé des milliards de fois, cherchant à en percevoir chaque détail. Mais aucun de ses fantasmes n'a jamais eu cette saveur et cette force. Dennis gare la voiture volée sur le parking du centre commercial. Il récupère la sienne et se dirige vers la forêt. Il s'arrête à l'abri des regards et brûle tout ce qui le relie au sort qu'il vient de faire subir à la famille Otero. Satisfait, il rentre chez lui et retrouve ses pantoufles de chômeur amoureux de sa femme. 15h30. Charlie, Danny et Carmen Otero reviennent de l'école. Comme d'habitude, ils contournent la maison pour passer par la porte de derrière. Lucky est à l'extérieur. Ce n'est pas normal. Les enfants entrent dans la maison. La table du petit déjeuner n'a pas été débarrassée. Le portefeuille de leur mère est ouvert sur la gazinière, vidé de son contenu. Les enfants appellent. Personne ne répond. Charlie part à la recherche de sa mère. Il se rend dans la chambre de ses parents et fait face à une scène d'horreur. Allongée sur le lit, sa mère est morte, étranglée. Son père gît à même le sol, étouffé par 2 sacs plastiques superposés. Toute la maison sent la mort, la peur et la mort. Charlie sent son cœur se briser. C'est comme si on le lui arrachait à main nue. Il se précipite sur ses parents et ordonne à son petit frère d'aller chercher de l'aide. À moins de 10 miles de là,
Paula rentre chez elle et embrasse Dennis. Qu'a-t-il fait de sa journée ? Rien de particulier. C'est un jour comme les autres. Paula est heureuse de le retrouver. Leur vie est belle. Tout leur sourit. Ils ont même des projets de bébé. Au domicile de la famille Otero, les flics passent la maison au peigne fin. Ils identifient 4 corps. Les parents assassinés dans leur chambre et les 2 plus jeunes enfants. Les inspecteurs défaillent en découvrant l'atrocité de ce qu'on leur a fait subir. Joseph Junior est au pied de son lit, un sac plastique noué autour du cou. Mais le pire est à venir. Joséphine est retrouvée dans la cave, pendue à un tuyau, à moitié nue. Du sperme souille le sol juste devant elle. Son meurtrier s'est masturbé en la regardant mourir. Le quadruple homicide fait la une. L'horreur des faits provoque une émotion considérable dans tout le pays. Wichita n'a jamais connu de tel crime. C'est une bourgade paisible qui plonge aussitôt dans la paranoïa. Les ventes d'armes explosent, les habitants s'enferment à double tour. Pour eux, rien ne sera plus comme avant. D'autant plus que les flics sont dans l'impasse. Dès le début de l'enquête, ils s'égarent. Règlement de compte lié à la drogue, œuvre de tueur fou échappé de l'asile, mise en scène du père pour assassiner sa famille, les 75 agents affectés à l'enquête conduisent 1000 interrogatoires en 15 jours. Lancent des appels à témoins. Le Wichita Eagle, le journal local, ouvre une ligne téléphonique anonyme. Mais rien n'y fait. Les flics croulent sous les fausses pistes et aucune ne mène au véritable meurtrier. À vrai dire, Dennis ne risque pas grand-chose. La police de Wichita ne dispose d'aucun outil pour identifier ces meurtriers d'un genre particulier. Les profileurs du FBI les nommeront bientôt serial killers, tueurs en série. Dennis est bien placé pour le savoir. Ses études en criminologie lui permettent de se tenir au fait des connaissances de la police. À Wichita, les enquêteurs sont convaincus que l'assassinat de la famille Otero est un acte isolé. Ils se trompent. Après le quadruple meurtre, l'apaisement que connaît Dennis est de courte durée. Bientôt, tel un toxico, il est de nouveau en manque. Il doit recommencer. Il se met alors en quête de sa prochaine victime. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. This episode is brought to you by LifeLock. October is Cybersecurity Awareness Month, so LifeLock wants to remind you to update your passwords. Using the same password across multiple accounts makes you vulnerable to cybercriminals. For comprehensive identity theft protection, let LifeLock alert you to anything suspicious and fix any issues. Start protecting your identity today with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Mars 1974. Dennis et Paula sont invités à déjeuner. Ils prennent leur voiture et traversent le nord de Wichita. Tandis qu'ils passent devant le numéro 3217 East de la 13e Street North, le cœur de Dennis s'arrête. Une jeune femme aux cheveux blonds rentre chez elle. Dennis a immédiatement la certitude qu'elle serait l'une de ses prochaines victimes. Son âge, son style, sa longue chevelure, toute de jean vêtue. Elle est une proie parfaite. Dès le lendemain, Dennis met sur pied sa future opération. Nom de code, lumière éteinte. Comme pour la famille Otero, il suit sa victime pendant 1 mois. Il tâche de connaître son emploi du temps à la seconde près. À 21 ans, Catherine Bright loue une petite maison avec son maigre salaire d'ouvrière. Célibataire, elle vit seule mais héberge souvent son petit frère, Kevin, qui vit en banlieue. Ils n'ont que 2 ans d'écart et s'entendent comme larrons en foire. Ils font régulièrement du shopping ensemble.
Le jeudi 3 avril 1974, Kevin vient d'ailleurs dormir chez sa sœur. Ils ont prévu de faire l'ouverture des magasins le lendemain. Le vendredi matin, ils se lèvent donc aux aurores et quittent le 3217 East de la 13e Street North. Direction le centre-ville qu'ils vont sillonner toute la matinée, sans se douter que ce sont les derniers moments qu'ils passent ensemble. « 4 avril 1974. À Park City, Dennis enfile un pantalon vert et des chaussures en daim. Il saisit quelques livres et se jauge dans le miroir. Son look et ses 29 ans lui donnent l'allure d'un étudiant. Une bonne manière d'endormir la vigilance de Catherine Bright, afin qu'elle le laisse entrer chez elle. Dennis enfile sa parka garnie de son kit d'intervention et se rend chez la jeune femme. Ses repérages manquent encore de rigueur. Catherine Bright n'est pas chez elle, mais Dennis n'a pas l'intention de renoncer. Quand il débute un projet, il est bien trop excité pour l'avorter. Il fait donc le tour de la maison et y entre par effraction. Il récupère des vêtements dans la penderie et s'assoit dessus. L'odeur de la jeune femme l'enivre tandis qu'il attend son retour. Il a tout le temps de revoir les détails de son plan. Pour ce projet, il a décidé de changer de mode opératoire. Il n'utilisera pas le même flingue. Il étranglera sa victime avec ce qui lui passe sous la main. Jamais les flics ne feront le lien avec le meurtre de la famille Otero. Ses cours en criminologie portent leurs fruits. En remontant l'allée, Catherine et Kevin passent en vue leurs achats du jour. Rien d'extraordinaire, si ce n'est un bon moment entre frères et sœurs qu'ils comptent bien faire durer. Mais quand ils pénètrent dans la maison, un grand type les braque avec un 357 Magnum. Un fugitif qui a besoin de 100 balles et d'une voiture pour se barrer, rien de plus. Catherine et Kevin sont soulagés, au point de tenir tête à l'intrus. Les Bright ne courbent pas les chines au moindre pépin. Catherine refuse de filer les clés de sa bagnole. Et le type se met dans une colère noire et force Kevin à lier les poignets et les chevilles de sa sœur avec un bandana qui traîne sur une chaise. Dennis entraîne Kevin dans une chambre sous la menace de son arme. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours un mec pour le faire chier ? Dennis attache l'emmerdeur au pied du lit et attrape un bas dans une commode. Il le noue autour du cou du jeune homme. Il serre de toutes ses forces. Kevin ne compte pas se laisser buter par ce salaud. Il se bat comme un lion. Il parvient à renverser la vapeur. Il tente d'immobiliser son assaillant, mais l'homme est grand et costaud. Et surtout, il est armé. Le canon du 357 Magnum jaillit, s'approche dangereusement de son visage et crache son projectile assassin. Kevin perd connaissance. Dennis n'a pas le temps de souffler. Dans la chambre voisine, Catherine Bright a entendu le coup de feu. Elle gueule tout ce qu'elle peut. Dennis débarque en catastrophe dans la chambre. Il rassure la jeune femme. Son frère n'a rien. Mais elle ne le croit pas et se débat elle aussi comme une forcenée. Dennis serre la gorge de Catherine avec un bas. La gamine le frappe, cherche à se dégager et finit comme son frère par perdre connaissance. Enfin, il va pouvoir assouvir ses fantasmes morbides. Dans la chambre mitoyenne, Kevin revient à lui. Il a perdu beaucoup de sang, mais ni sa rage, ni son courage. Il déchire le bas qui entrave ses chevilles et se précipite pour aider sa sœur. La surprise joue pour lui. Il fonce sur ce salopard qui a cherché à le tuer et attrape fermement son poignet pour lui faire lâcher son arme. Mais il ne parvient pas à prendre le dessus et reçoit une nouvelle balle. En pleine tête. Dennis n'en revient pas. Rien ne se passe comme prévu. Le sort s'acharne contre lui. La preuve, pendant la bagarre, Catherine a recouvré ses esprits. Elle s'est presque défait de ses liens. Dennis renonce à tous ses plans.
Son instinct de survie lui commande d'en finir au plus vite. S'il ne garde pas le dessus, il peut dire adieu à sa liberté. Et Paula l'attend à la maison. Il sort son couteau et se rue sur Catherine. Kevin reprend une nouvelle fois connaissance. 2 balles lui ont traversé le visage, mais il s'accroche à la vie comme un beau diable. Il sait que dans son état, il n'a aucune chance face à son agresseur. Il se relève discrètement et se sauve pour trouver de l'aide. De riverains le remarquent, titubant, au bord du coma. Kevin leur raconte tout. Ils préviennent les flics et appellent une ambulance. Dennis ne cherche pas à comprendre comment un gamin à l'article de la mort a pu s'enfuir. Il n'a pas le temps. Les flics seront là d'une minute à l'autre. Il court jusqu'à sa bagnole garée sur le parking de l'université à moins d'1 mile de là. Il démarre en trombe, les yeux rivés sur son rétroviseur. Il a la trouille. Il va se faire choper, c'est sûr. Pourtant, les miles défilent et aucune sirène ne se fait entendre. Il arrive bientôt chez lui. Enfonce ses vêtements souillés du sang de Catherine dans la machine à laver, lave les taches pourpres sur son poignard et brûle ses chaussures. Paula rentre enfin du boulot. Dennis l'accueille comme il se doit, comme si de rien n'était. Au 3217 East de la 13e Street North, Catherine respire encore quand les flics arrivent. C'est un miracle, tant elle a perdu de sang. Son dos et son bas-ventre sont constellés de coups de couteau. Transportée à l'hôpital où Kevin a été lui-même conduit, elle meurt en début de soirée. Un vendredi 4 avril 1974, à 21 ans. Kevin doit surmonter son chagrin pour répondre aux questions des flics. Il raconte tout ce qu'il sait. Le meurtrier de sa sœur serait un fugitif déjà recherché en Californie, portant bonnet et moustache brune. Les enquêteurs se mettent à l'ouvrage. Ils diffusent le portrait robot du suspect et interrogent 800 personnes en 6 mois. En octobre 1974, les flics croient avoir trouvé leur homme. Gary Sebring, un déséquilibré qui pratique la zoophilie. En garde à vue, Sebring avoue le meurtre de la famille Otero et dénonce ses 2 complices. Les enquêteurs sautent de joie. Dennis tombe de sa chaise à la lecture du Wichita Eagle du 18 octobre 1974. Le journal local annonce du nouveau dans l'enquête sur l'assassinat de la famille Otero. 3 hommes ayant séjourné en hôpital psychiatrique prétendent être les auteurs des faits. Dennis enrage. Qui sont ces imposteurs qui s'accordent tout le crédit de ces crimes ? Blessé dans son ego, il s'empresse de rédiger un courrier où il décrit par le menu le quadruple homicide de la famille Otero. Quiconque lira cette lettre ne pourra douter qu'elle a été écrite par le meurtrier. 4 jours plus tard, le 22 octobre, il dépose le courrier au 2e étage de la bibliothèque de Wichita, dans un manuel de mécanique, avant de passer un coup de fil anonyme au Wichita Eagle pour leur indiquer où ils pourront trouver la lettre. Ce sont les flics qui découvrent la missive, tapée à la machine. Son auteur s'exprime à la première personne. Il revendique le meurtre de la famille Otero et en livre de nombreux détails que seuls les enquêteurs connaissent. La position des victimes, la façon dont elles sont mortes, les objets manquants. La précision est digne d'un rapport de police. La seconde partie du courrier ressemble à une confession. Le tueur se dit navré que de tels crimes surviennent. Il ne peut malheureusement rien contre. Un monstre prend parfois possession de lui et le pousse irrésistiblement à commettre l'innommable. La lettre se termine par un post-scriptum. Son auteur affirme qu'il ne changera plus de mode opératoire. Il a choisi son nom de code. Ce sera B pour bind them, les ligoter. T pour torture them, les torturer. K pour kill them, les tuer. À présent, les flics connaissent leur adversaire. Et c'est lui-même qui s'est trouvé un nom. B T K.
Dennis jubile à l'idée de découvrir son blaze dans le journal. BTK. 3 lettres qui inspireront la terreur. 3 lettres qui indiqueront au monde qu'il n'est pas un serial killer comme les autres. 3 lettres qui le rendront célèbre. Mais le temps passe et rien ne se passe. Dennis ronge son frein et continue sa vie anonyme. Le 27 juillet 1975, Paula accouche d'un petit Brian. Dennis prend son rôle de père très au sérieux, au point de repousser le moment de passer à l'acte. Il faut dire qu'entre sa paternité et son nouveau boulot, il n'a plus beaucoup de temps libre. Mais Dennis a dégoté un job parfait pour continuer à préparer ses projets. Responsable d'installation de systèmes d'alarme chez les particuliers. Un poste idéal pour repérer ses prochaines victimes. 1977. Ça fait 2 ans et demi que BTK n'a pas fait parler de lui. Les flics s'imaginent qu'il s'est fait serrer ou buter. Et les habitants de Wichita ont tâché d'oublier les crimes atroces de l'année 74. De toute façon, qu'ont-ils à craindre ? Les flics n'ont jamais révélé la lettre que leur a transmise Dennis Rader, comme ils n'ont jamais fait le lien entre le quadruple meurtre de la famille Otero et celui de Catherine Bright. Personne à Wichita ne se doute qu'il y a un tueur psychopathe en ville. « 7 mars 1977. Dennis s'apprête à se rappeler aux bons souvenirs des flics et de ses concitoyens. Veste en tweed sur les épaules et chaussures cirées aux pieds, il se rend à South Greenwood. Il y a là 2 femmes qui vivent en colocation, 2 victimes potentielles qu'il lui tarde de rencontrer. Avec sa tenue, Dennis passe pour l'un de ces représentants qui font du porte-à-porte. Mais dans l'attaché case qui pend au bout de son bras, nulle machine révolutionnaire ou prospectus publicitaire. Dennis y a rangé son kit d'intervention. Il arrive enfin devant la maison de ce qu'il a appelé le projet Green. Il frappe à la porte. Personne ne lui ouvre. Qu'à cela ne tienne. Dennis change son fusil d'épaule. Il opte pour le projet Blackout, du nom du bar où il a aperçu Shirley Vian 3 mois plus tôt. Ce 17 mars, Steve, 6 ans à peine, sort faire quelques courses pour sa mère. À son retour, il croise la route d'un homme qui dit être inspecteur de police. Le flic cherche une femme et un petit garçon. Il montre leurs photos à Steve. Sait-il qui ils sont ? Non, monsieur, je ne sais pas. L'inspecteur passe son chemin. Steve rentre chez lui et s'allonge aux côtés de sa mère, qui est clouée au fond de son lit par la maladie. Son frère et sa sœur regardent la télé. Soudain, on frappe à la porte. Sur le seuil, l'inspecteur de police, un 357 Magnum à la main. Tenant le petit Steve en joue, Dennis entre dans la maison. C'est un vrai bouge. Il repère 2 autres gamins devant la télé. Il leur ordonne de se taire, éteint le poste et baisse les stores. Shirley Vian sort de sa chambre. Elle demande aussitôt à Dennis de ne pas faire de mal à ses gosses. Dennis la rassure. Il lui fait son petit numéro. Il n'a pas l'intention de s'en prendre à eux. Il veut simplement du fric et les clés de la bagnole. La maman de Steve coopère. Elle veut tout faire pour protéger sa marmaille. Mais le faux flic ne s'arrête pas là. Il enferme Steve, son frère et sa sœur dans la salle de bain. Les enfants perçoivent ce qui se passe dans la chambre mitoyenne par une fissure dans la porte. Dennis est enfin seul avec Shirley. Il va enfin pouvoir réaliser ses fantasmes. Suivre à la lettre le plan qu'il a imaginé. Il retire la robe de chambre et la chemise de nuit de sa victime. Il noue une corde prise sur l'un des stores autour de ses chevilles, de ses poignets de son cou. Plusieurs fois, Shirley perd connaissance. Il met alors un sac plastique sur son visage
et l'y maintient à l'aide de sa ceinture de robe de chambre. Steve et son frère parviennent à agrandir la fissure de la porte et font face à une vision d'horreur. Leur mère est nue sur le lit, ligotée comme une carcasse. Elle agonise. Ils hurlent la gorge déployée. Dennis n'arrive pas à se concentrer. Rien ne fait taire les gamins, pas même les jouets qu'il leur donne. Sa colère l'empêche de profiter. Autant en finir. Il resserre le sac au maximum autour du cou de Shirley. Et la regarde rendre l'âme, plus excitée que jamais. Midi 50. L'homme est parti. Steve et son frère réussissent à sortir de la salle de bain. Ils courent à perdre haleine chercher de l'aide chez leurs voisins. 10 minutes plus tard, les flics sont sur les lieux. Ils découvrent Shirley Vian sur son lit, couchée sur le ventre, nue, sans vie. À ses côtés, une culotte bleue émaculée de sperme. Les similitudes avec le meurtre de la famille Otero sont évidentes. Pourtant, les flics ne s'attachent qu'aux différences. Or, policiers comme criminologues s'accordent à dire que les tueurs en série ne changent pas de mode opératoire. Ce ne peut donc pas être le même homme. Mais si les flics sont incapables de faire le lien, Dennis Rader, lui, va le faire pour eux. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Hiver 1977. Wichita se prépare à fêter Noël. Comme tous les ans, Nancy Fox prend un boulot dans une bijouterie en plus de son job de secrétaire. Les clients affluent et les boutiques ont besoin de saisonniers. À 25 ans, Nancy est une femme pétillante, qui fréquente autant les bancs de l'église que les boîtes de nuit. Sur la piste de danse, elle se sent libre et épanouie. Elle a toute la vie devant elle. Dennis n'est pas de cet avis. Il a remarqué la jeune femme dans un bar. Et elle est aussitôt devenue son projet prioritaire. Depuis, il la suit dès que son boulot et ses obligations familiales le lui permettent. Malgré son poste à plein temps et son fils de 2 ans, il parvient à intercepter son courrier et découvre qu'elle bosse à la bijouterie Ellsberg. Il décide de lui rendre visite. Nancy n'est pas très à l'aise face à ce client dégarni et moustachu qui se présente à la bijouterie sans rien acheter. Il y a quelque chose chez cet homme qui lui fait froid dans le dos. Ses questions n'ont aucun lien avec les bijoux qu'elle vend. Elle sent son regard dès qu'elle a le dos tourné. Elle a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part sans se rappeler où. Vivement que les fêtes soient passées pour que son contrat prenne fin. Dennis est obsédé par Nancy Fox. C'est la première fois qu'il est autant attiré par une proie. Il ressent un lien bien plus fort avec elle qu'avec ses autres victimes. Et ses repérages augurent un crime parfait. Nancy Fox est célibataire. Elle vit seule dans une petite maison indépendante. Rien ni personne ne viendrait déranger Dennis. Il pourrait enfin avoir le contrôle total de la situation et réaliser ses fantasmes dans les moindres détails. Il décide de passer à l'action. Ce sera pour le 8 décembre, 2 semaines avant Noël. « 8 décembre 1977. Dennis embrasse Paula et la prévient qu'il rentrera tard.
Il doit réviser une partie de l'après-midi à la bibliothèque universitaire. Son semestre en criminologie touche à sa fin et ses partiels arrivent à grands pas. Paula sourit, fière de ce mari tenace qui mène ses projets à bout. Ce n'est pas lui qui la contredira. Dennis s'engouffre dans le garage, récupère son kit d'intervention et se rend en voiture chez Nancy Fox. Il se gare à 2 pâtés de maison du pavillon de la jeune femme. En pleine journée, il n'y a pas grand monde dans le voisinage. Dennis fait le tour de la baraque, coupe la ligne téléphonique et s'introduit par la fenêtre de la chambre. Dans la petite cuisine, il est pris d'une soif soudaine. Il se sert un verre d'eau qu'il remet à sa place. Puis, il va se planquer dans la penderie au milieu des fringues de sa future victime. Il l'attend patiemment. Il sait qu'elle sera bientôt là. Il connaît toutes ses habitudes. Il laisse l'excitation l'envahir. Pour lui, c'est bientôt Noël. En milieu de journée, Nancy rentre chez elle. Elle retire son manteau et s'en grille une. Elle souffle, heureuse de pouvoir se reposer avant de reprendre le boulot. Elle se rend dans sa chambre, son lit lui tend les bras. Elle s'apprête à s'allonger quand un homme surgit de la penderie. Nancy hurle sous le coup de la surprise. Ça ne dure pas longtemps. Elle reconnaît rapidement ce client bizarre qui est venu plusieurs fois à la bijouterie. Elle lui demande de sortir. « Sinon, j'appelle la police. » L'intrus se marre. Elle peut bien essayer. Il a coupé la ligne téléphonique. Nancy se précipite sur le combiné. Aucune tonalité. La peur revient au galop. « Qu'est-ce que vous voulez ?» « Je suis un homme mauvais. Je veux t'attacher et te violer. » Dennis se délecte de l'effroi qui apparaît sur le visage de sa victime. Il est là pour ça. Nancy accepte de faire ce qu'il veut, à la condition qu'il la libère après ça. Dennis feint d'y consentir. Il la laisse se déshabiller dans la salle de bain. À son retour, il lui ordonne de se coucher sur le lit et la menotte. Il se met à moitié nu sur elle et l'étrangle avec une ceinture. Nancy est au bord de la mort. Dennis desserre alors l'étreinte pour la laisser reprendre ses esprits, avant de recommencer à l'étrangler. Il fait durer son plaisir sadique. Nancy agonise. Elle a compris que son agresseur lui a menti. Il n'a aucune intention de lui laisser la vie sauve. Elle fait ce qu'elle peut pour se débattre. Elle réussit à lui attraper les couilles. Elle les presse de toutes ses forces, espérant faire lâcher ce salopard. Mais ce taré prend son pied. Nancy tente de le renverser. Ses liens sont trop serrés et son agresseur pèse une tonne. Il est trop tard pour elle. Tout en se rhabillant, Dennis observe le corps sans vie de sa victime. Le résultat est superbe. Pour la première fois, tout s'est passé exactement comme il l'avait décidé. Avant de partir, il fait le tour de la maison, vole quelques sous-vêtements et des bijoux. Après tout, c'est bientôt Noël. Ça fera un beau cadeau pour Paula. 9 décembre 1977, 8h20. Une opératrice du centre d'appel de la police de Wichita prend une communication. À l'autre bout du fil, la voix étouffée d'un homme. « Vous trouverez un meurtre au 843 South Pershing. Nancy Fox. » L'inspecteur Di Pietra est le premier arrivé sur les lieux. Il trouve la porte fermée à clé. Il fait le tour de la maison et remarque que la ligne téléphonique a été sectionnée. À travers la fenêtre de la chambre à coucher, il aperçoit la dépouille d'une jeune femme. Son cou, ses poignets et ses chevilles sont attachés par des sous-vêtements de couleur. Et son meurtrier s'est masturbé sur sa chemise de nuit. Pour Dennis, c'est de loin son plus beau meurtre. Il était persuadé de faire la une de tous les journaux. Et pourtant, ce matin, il n'y a rien dans la presse. Pas un mot, pas une ligne. Alors Dennis, furieux, s'est rué au centre commercial pour prévenir les flics. Il ne supporte pas que personne ne parle de son chef-d'œuvre. Il est prêt à se mettre en danger pour ça.
Mais les semaines passent et les flics, comme les médias, semblent déterminés à l'ignorer. Alors, début 1978, Dennis décide de ne plus leur laisser le choix. Il rédige un courrier où il se plaint que les médias ne parlent pas de lui. Combien de personnes faudra-t-il que je tue avant que mon nom soit cité dans les journaux ? Il s'insurge que les flics soient incapables de faire le lien entre ces différents crimes. Il décrit ces derniers meurtres par le menu. Il annonce qu'il fera bientôt une 8e victime. 10 février 1978. Ron Lowen, producteur au sein de Cake TV, la chaîne de télévision locale, reçoit une lettre. Un courrier de 2 pages, signé BTK. Lowen avertit aussitôt la police. Le lieutenant Lamenion, qui commande les flics de Wichita, accepte de rendre l'information publique. Il espère ainsi que la population pourra mieux se protéger et récolter de nouvelles informations pour coincer le tueur en série. Les habitants de Wichita apprennent donc au JT qu'un serial killer sévit dans leur ville. Un monstre qui s'est choisi un nom. BTK, l'étrangleur. Et ce qui est encore moins rassurant, c'est que les flics ne savent rien de lui. Ils n'ont aucun suspect en ligne de mire. Le problème est bien loin d'être réglé. Wichita sombre dans la terreur. Dennis exulte. La reconnaissance tant attendue arrive enfin. Il est l'étrangleur de Wichita, le célèbre BTK, celui que tout le monde craint et que personne n'arrête. Il est entré dans la légende au même titre que Jack l'Éventreur ou le fils de Sam. Pour sa famille, il reste Dennis, père, chef scout et luthérien exemplaire. À l'été 1978, Paula donne naissance à une petite fille, Kerry. Dennis se retrouve avec de nouvelles obligations et doit repousser constamment ses projets. 1985. L'enquête de la BTK Task Force, une cellule spéciale créée au sein de la police de Wichita pour traquer le tueur, est au point mort. Les profilers du FBI apportent pourtant leur aide aux flics. Ils établissent que BTK doit être un homme marié, issu de la classe moyenne, grand amateur de porno, profondément narcissique et orgueilleux, comme la moitié des hommes de Wichita. Les flics savent aussi que BTK a été étudiant à l'université de Wichita. L'un de ses courriers est une photocopie effectuée sur la Xerox qui se trouve au sous-sol. Mais des milliers d'autres étudiants ont accès à cette machine. Bref, les flics pataugent et se rassurent comme ils peuvent. Voilà 8 ans que BTK n'a pas fait de victime. Le temps a manqué à Dennis ces dernières années. Ses études ont pris fin, il occupe un poste à temps plein et n'a donc plus la possibilité de se soustraire à la vigilance des uns et des autres pour commettre ses meurtres. Il doit se contenter de ses souvenirs et des fantasmes qu'il couche sur le papier sous forme de dessin. Ses croquis de femmes soumises à la torture rejoignent sa collection de magazines de bondage et d'objets volés sur les scènes de crime. Pour que personne ne les trouve, il fabrique un double fond dans une armoire de son bureau, une planque sous le plancher et remise le reste au grenier. Paula lui fait tellement confiance qu'elle ne cherche jamais à fouiller. Mais tout cela ne suffit bientôt plus. Depuis quelques semaines, il s'est mis à suivre l'une des habitantes de son quartier. Au mois d'avril, il décide de lancer l'opération Cookie. Marine Hedge a 53 ans et vient de perdre son mari, Thomas. Elle a partagé 35 ans de sa vie avec lui et habite toujours dans leur maison de Park City, où ils ont élevé leurs 3 enfants. C'est une villa bien tenue qui jouxte le parc. De l'autre côté vivent les Dietz, dont la fille est mariée à Dennis Rader, un homme charmant et poli qu'elle croise de temps à autre et qui ne manque jamais une occasion de la saluer. Le 26 avril 1985, Dennis encadre un camp scout.
C'est une belle nuit de printemps. Les enfants se font griller des hot-dogs au feu de bois. Tout à coup, Dennis fait mine d'être foudroyé par la migraine. Il charge les autres éducateurs de garder un œil sur les louveteaux. Il doit aller chercher des médicaments en ville. Une fois hors de vue, il tombe le masque et se précipite vers sa voiture. Direction Park City et son 8e meurtre. Ce soir, Marine s'est accordé une pause dans son deuil. Elle sort avec un homme qui lui fait la cour. Elle ne sait pas où ça va mener, ni même si elle a envie que ça mène quelque part, mais elle est encore jeune et elle a besoin de se changer les esprits. En fin de soirée, elle accepte que son prétendant l'accompagne chez elle, en tout bien tout honneur. Elle n'est pas encore prête à passer à l'étape supérieure. Elle finit par congédier l'homme et retrouve la douceur du lit conjugal. Ça fait des heures que Dennis est planqué dans une armoire. Il a suivi toute la conversation, craignant que l'homme ne reste dormir. Mais Mary Edge est seule à présent, totalement à sa merci. Il est 1h30 du matin. Marine dort. Et Dennis sort de son trou. Il se glisse dans la chambre et saute sur sa proie. Les 80 kilos de son agresseur ont eu raison du sommeil de Marine. Elle hurle en découvrant le gendre des Dietz à califourchon sur sa poitrine. Son poids l'empêche de respirer. Ses doigts se resserrent inexorablement autour de son cou. Elle se débat, mais c'est comme si elle avait un éléphant sur les côtes. Sa vision se trouble. Elle perd connaissance. Dennis reprend son souffle. Étrangler quelqu'un n'est pas de tout repos. Personne ne s'évanouit comme dans les films. Ses doigts lui font mal. Il a des crampes dans les mains. Marine, elle, est à l'article de la mort. Dennis se relève et passe les liens autour de son corps selon les techniques de bondage. Il prend des photos pour pouvoir s'en repaître quand il rentrera chez lui. Il est satisfait. Tout se passe comme prévu. Mais il n'en a pas terminé avec sa victime. Il enroule le cadavre dans du linge de lit et le charge dans la voiture de sa victime. Quelques heures plus tard, Rod Hook, le gendre de Marine, prévient la police. Sa belle-mère ne s'est pas présentée à son travail et elle n'est pas chez elle non plus. Les flics interrogent la dernière personne à l'avoir vue vivante, l'homme qui l'a raccompagnée chez elle, la vue au soir. Il leur affirme qu'il a quitté Marine vers 1h du matin. La voiture de la veuve était garée devant chez elle. Elle n'y est plus. On la retrouve 6 jours plus tard, le 2 mai, sur le parking d'un bowling. Elle est couverte de boue et la vitre avant, côté conducteur, a été brisée. Dans le coffre, les flics mettent la main sur du linge de lit, un rideau de douche et une couverture chauffante. Tout le nécessaire pour transporter un cadavre. Ce dimanche 27 avril, Dennis et sa famille assistent à la messe, comme tous les dimanches. Ils prient à l'unisson avec les autres fidèles. Certains doivent encore avoir en mémoire les terribles crimes de BTK. Ils invoquent la miséricorde du Seigneur pour qu'il n'en ait pas un de plus. Dennis, lui, sait intimement que Dieu a échoué. Il se remémore les événements de la veille. Il revoit le corps sans vie de Mary Edge, ficelé selon ses plus sombres fantasmes. Il la revoit dans ce lieu où il l'a transportée pour pouvoir tranquillement prendre des photos et se soulager sur son corps. Il la revoit à quelques mètres de là, dans le sous-sol de l'église. Le 5 mai 1985, la dépouille de Marine Edge est découverte à 7 miles de son domicile. Son tueur s'en est débarrassé à l'endroit où les habitants de Park City ont pris l'habitude de laisser leurs animaux morts. Le corps est dans un état de décomposition avancée. Une paire de collants noués comme garrots se trouve à ses côtés. Le légiste conclut à une mort due à une strangulation à main nue. Tout porte à croire que c'est BTK qui a fait le coup. Mais son mode opératoire n'implique pas de déplacer ses victimes. Les flics éludent aussitôt cette hypothèse. La BTK Task Force n'en est même pas informée. Et 1 an plus tard, en 1986,
les autorités de Wichita décident de dissoudre la cellule spéciale. L'enquête a englouti $500 000 sans apporter un quelconque résultat. BTK semble ne plus avoir tué depuis 1977. Peut-être est-il en tôle, ou bien mort. Il est temps de tourner la page. Dennis n'a ni l'intention ni le pouvoir de passer à autre chose. Ses pulsions le taraudent jour et nuit. Et son dernier meurtre lui a prouvé que son activité de chef scout pouvait lui offrir la liberté qui lui manquait. À présent, tout le monde croit à ses migraines. C'est un prétexte idéal pour s'éclipser et commettre son 9e meurtre. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Mardi 16 septembre 1986. 11h. Gordon Vergel rentre chez lui pour déjeuner. Il lui tarde de retrouver Brandon, son fils de 2 ans et demi, et Vicky, sa femme qui le garde à la maison. Ce sont ces 2 rayons de soleil au milieu de sa journée de boulot. Mais quand Gordon arrive, il déchante. La voiture de Vicky n'est pas là. Il se souvient alors d'avoir croisé en venant un véhicule qui ressemblait à celui de sa femme. Mais c'est un homme qui était au volant. Dans la berline de Vicky Wergel, Dennis passe sa main sur sa joue et jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Les griffures sont profondes. Il en gardera des cicatrices, c'est sûr. Il va encore falloir inventer un mensonge pour berner Paula. Dennis ne s'en fait pas. Il trouvera bien quelque chose à raconter. Sa femme gobe tout ce qu'il lui dit. Elle lui fait tellement confiance. Gordon passe le porche et rentre dans la maison. Il débouche directement dans le salon où son fils est livré à lui-même. Le gamin pleure à chaudes larmes. Gordon le prend dans ses bras et appelle sa femme. « Vicky, t'es là ?» Aucune réponse. Gordon s'agace. Comment sa femme a-t-elle pu laisser Brandon tout seul à la maison ? Peut-être a-t-elle dû se rendre en urgence à l'école de Stéphanie, leur fille aînée. Elle devrait bientôt rentrer, se dit Gordon, en allant préparer un sandwich. Dennis gare la voiture volée sur le parking d'un garage auto et jette son casque jaune dans un conteneur tout proche. Sa ruse de se faire passer pour un employé des télécoms a parfaitement fonctionné. Vicky ne s'est pas méfiée. Et si elle ne s'était pas tant débattue, il aurait vraiment pu prendre son pied. Il enrage en pensant à ce nouvel échec. Pourquoi ces victimes ne sont-elles pas aussi dociles que dans ses fantasmes ? Tout en allant chercher sa bagnole, Dennis rumine sa colère. Il va lui falloir une autre proie pour combler sa frustration. L'heure tourne. Et Gordon s'inquiète de plus en plus. Ce n'est pas dans les habitudes de Vicky de disparaître comme ça. Surtout en laissant Brandon à la maison. Il entreprend de faire le tour de la maison. Les hypothèses les plus folles lui viennent à l'esprit, et c'est la pire d'entre elles qui se confirme. Dans la chambre, Vicky est étendue sur le sol, ligotée, bâillonnée, la gorge garrottée par un bas et une lanière de cuir. La jeune femme de 28 ans n'a plus aucun souffle de vie. « 1991. Dennis n'a tué personne depuis 5 ans. Le manque de temps, toujours. Ses gamins sont entrés dans l'adolescence.
Et Dennis a trop de responsabilités dans sa communauté religieuse comme dans son travail. Il est devenu contrôleur des espaces verts et jardins de Park City. Contrôleur. Un job qui lui sied parfaitement, lui qui a l'obsession du contrôle et une minutie pathologique. Il sillonne la ville à la poursuite de contrevenants qu'il a le pouvoir de traîner en justice. Jouissif. Mais en ce mois de janvier 1991, Dennis a un autre objectif que de poursuivre les riverains qui ne respectent pas la loi. Vicky Wergel lui a donné tant de mal, et les flics, infoutus de reconnaître sa patte, ont préféré accuser le mari. Il est temps que Dennis prenne sa revanche. À 62 ans, Dolores Davis se plaît très bien toute seule. Elle n'a été mariée que 12 ans avec Harry, juste le temps de faire 2 enfants, et ne s'est jamais plus fait passer la bague au doigt. Elle trouve son bonheur auprès de ses petits-enfants et de son chat, son unique compagnon. D'ailleurs, Dolores est inquiète depuis quelques jours. Son chat a disparu, et personne ne semble l'avoir aperçu. Dolores craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave. 18 janvier 1991. Dennis est prêt à passer à l'acte. Il a terminé ses repérages et il s'est débarrassé du chat qui aurait risqué de donner l'alerte au moment où il se serait introduit chez Dolores. Ce soir du 18 janvier, il encadre un camp scout. Comme la dernière fois, il simule une violente migraine pour prendre congé. Le stratagème lui a permis de se faire un alibi pour le meurtre de Mary Edge. Au volant de sa bagnole, Dennis fonce vers l'église baptiste de Park City. Il en a la clé. C'est l'un des nombreux avantages dont bénéficie un chef scout. Et le lieu de culte constitue une planque idéale pour son kit d'intervention. Sur place, Dennis récupère le tout et troque son uniforme scout contre des vêtements noirs. 22h. Dolores se gare devant chez elle. Elle a passé une belle soirée en compagnie de son ami, Tom. Le resto valait le coup, la conversation aussi. Aussitôt descendue de voiture, elle appelle son chat. Elle aimerait tellement le voir apparaître. Ce ne sera malheureusement pas pour ce soir. Elle se résigne alors à rentrer, hésite à laisser ouvert au cas où le félin reviendrait, mais il fait vraiment trop froid. En verrouillant sa porte d'entrée, Dolores se rassure. Elle a semé des affiches avec la photo de son chat dans tout le comté. L'animal finira bien par pointer le bout de son nez. Dennis se les gèle en attendant que sa prochaine victime s'endorme. Il veut lui faire le même coup qu'à Mary Edge, la surprendre pendant son sommeil, histoire d'éviter de se coltiner une furie comme Vicky Wergel ou Catherine Bright. À 46 ans, il n'a plus le physique pour. Mais la retraitée ne se décide pas à éteindre la lumière. Et Dennis a vraiment trop froid. Alors, il s'empare d'un parpaing et le lance à travers la baie vitrée. Pour l'effet de surprise, c'est raté. Le fracas tire Dolores de son lit. Elle bondit hors de sa chambre et se dirige vers la porte-fenêtre à l'arrière de sa maison. Un homme se tient dans l'embrasure. Sa silhouette massive la domine. Elle ne comprend pas tout de suite. « Qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez eu un accident ? Vous vous êtes encastré dans ma maison ?» Dennis lui sert les mêmes salades qu'à ses premières victimes. Il est recherché par les flics, il a besoin de fric et d'une bagnole. Il ne lui fera rien si elle lui donne ce qu'elle veut. Il doit l'attacher pour pouvoir se faire un casse-dalle. La retraitée se montre conciliante. Elle tend ses poignets pour qu'il les menotte et le laisse nouer un collant autour de ses chevilles. Dolores fait tout pour garder son sang-froid. Elle sait que l'intrus profiterait de sa peur pour l'attaquer, comme les chiens. Le plus calmement du monde, elle le prévient qu'il doit faire vite. Elle attend quelqu'un qui ne doit pas tarder à arriver. C'est pour ça qu'elle est encore debout. Denis explose. Encore un imprévu. Rien ne sera donc jamais parfait. Il pousse Dolores dans la chambre pour en finir le plus vite possible. Il lui enfile un collant sur la tête, un autre autour du cou et serre de toutes ses forces. Dolores supplie. « Par pitié, j'ai des enfants !» Mais l'étranglement s'accentue. Elle comprend alors que son chat
n'a pas pris la clé des champs, que ce malade lui a fait la même chose qu'il est en train de lui faire subir. Elle pense à sa famille, à sa fille, à son fils, à ses petits-enfants. C'est auprès d'eux qu'elle aurait préféré rendre son dernier souffle. « 21 janvier 1991. Il y a 3 nuits, Dennis a tué Dolores Davis. Depuis, il ne cesse de penser à son corps qui pourrit là où il l'a laissé, sous un pont, à 9 miles de Wichita. Ce soir, il a décidé de retourner la voir. Il se faufile une nouvelle fois hors du camp scout et grimpe dans sa voiture. Il y a du brouillard cette nuit. Ce ne sera pas facile de retrouver l'endroit où Dennis a déposé le cadavre. Mais il est tendu par son désir et finit par trouver la dépouille à la lumière de sa lampe de poche. Elle est dans un sale état. Les animaux sauvages le sont servis. Qu'importe. Dennis a ramené un masque de porcelaine. Il l'a peint en rose. Il a ajouté des cils et une bouche à l'encre noire. C'est un de ces masques qu'il utilise pendant ses séances de bondage, au cours desquelles il se photographie. Une fois développés, les clichés ressemblent à ceux qu'il peut prendre de ses victimes. Une manière de rendre ses fantasmes plus réels. Dennis place le masque sur le visage de Dolores. L'effet est saisissant. Il se dit qu'il fera la même chose pour ses prochains meurtres. 1er février 1991, 9h50. L'inspecteur Rainer s'engouffre sous l'un des ponts de la 117e Nord qui enjambe le Jester Creek. Un adolescent qui promenait son chien vient d'y faire une découverte macabre. Le corps de Dolores Davis est couché sur le dos, à même un couvre-lit. Elle est pieds et poings liés comme un gibier qu'on s'apprête à griller à la broche. Des bas enserrent sa gorge. Son visage, dévoré par les animaux, est presque méconnaissable. Tous les éléments de l'enquête pointent vers BTK. Le caractère sexuel du meurtre, la pratique du bondage, la strangulation. Et pourtant, les flics préfèrent le croire mort. Puisqu'ils ne parviennent pas à le coincer, autant faire l'autruche. Et qui, parmi la population, fera le lien entre les meurtres commis à plusieurs années d'intervalle ? Durant toute la décennie qui débute, Wichita ne doit donc sa tranquillité qu'à l'inactivité de BTK lui-même. Comme un volcan endormi, le tueur en série attend le moment opportun pour se manifester à nouveau. Mars 2004. Dennis enrage à la lecture d'une newsletter créée par les flics qui fait état des avancées de l'enquête sur BTK. En temps normal, il se serait marré de voir à quel point la police patauge. Voilà 30 ans presque jour pour jour qu'il a commis ses premiers meurtres. Il continue de mener sa petite vie de contrôleur des espaces verts, de père et d'époux modèle, de chef scout et de président du conseil de l'église. Mais la newsletter qu'il a sous les yeux évoque un livre à venir écrit par un avocat minable de Wichita. Un livre qui parle de lui, de ses crimes, de son œuvre. Or, Dennis est en train de terminer son propre bouquin, débuté quelques jours après l'assassinat de la famille Otero. C'est à lui de raconter son histoire. Lui seul peut rendre hommage à ce qu'il a accompli durant 3 décennies. Il ne laissera personne le traîner dans la boue. Il est temps pour lui de sortir du bois. « 22 mars 2004. Au Wichita Eagle, le journal local, le rédacteur Hearst Lavagna pâlit en déchiffrant le courrier qu'il a reçu la semaine précédente. Le 17 mars, pour être précis, date anniversaire du meurtre de Shirley Vian. La photocopie de mauvaise qualité que Hearst Lavagna tient entre ses mains comporte 3 clichés de Vicky Vergel à l'agonie et la reproduction de son permis de conduire. Laviana sent un frisson courir le long de son échine. L'expéditeur de cette missive macabre a pris le soin d'indiquer son nom sur l'enveloppe. Bill Thomas Killman, dont les initiales sont BTK.
le tueur en série est tout sauf mort. Il vient même de faire une proposition aux autorités. Jouer au chat et à la souris avec l'un des serial killers les plus recherchés. Dennis jubile en découvrant la une du Wichita Eagle qui annonce son retour. Voilà 26 ans qu'il n'avait pas goûté à la célébrité, et ça ne fait que commencer. 4 mai 2004. Dennis transmet à Cake TV, la chaîne de télévision locale, les cartes de visite qui lui ont permis de se faire passer pour un employé des télécoms auprès de Vicky Wergel. 13 juin 2004, il fixe sur un panneau stop un sac en plastique identique à ceux qu'il a utilisés pour certains de ses meurtres. À l'intérieur, une enveloppe renfermant le premier chapitre de son livre. Mort un matin glacé de janvier. Dennis y raconte précisément ce qu'il a fait subir à la famille Otero. 17 juillet 2004. 13 décembre 2004. 25 janvier 2005. Les flics vivent au rythme des communications de BTK. Ils ont rouvert les cold cases, passé les preuves au crible, trouvé de nouveaux suspects, procédé à des analyses ADN. BTK reste aussi insaisissable qu'il l'était lorsqu'il commettait des meurtres. La police de Wichita renoue avec son vieux démon. Elle est impuissante. Et ça pourrait très mal tourner, car BTK annonce qu'il fera bientôt une nouvelle victime. Dennis ne pouvait pas trouver meilleure occupation pour combler sa frustration et son temps libre. Ses enfants sont partis. Paula ne cherche toujours pas à en savoir plus sur lui. Il peut donc s'adonner pleinement à son jeu de pistes et faire vivre la mémoire de ses crimes. Mais il éprouve les limites de correspondre par écrit. Il pourrait égarer un courrier. C'est déjà arrivé par le passé et Paula est tombée dessus. Pour ne rien arranger, les clichés qu'il photocopie sont de trop mauvaise qualité pour que les flics apprécient son travail. Il aimerait pouvoir envoyer des disquettes. Il y a un ordinateur à l'église qu'il pourra utiliser sans éveiller les soupçons. Les flics sont d'accord pour correspondre de cette manière. Dennis s'empresse de leur transmettre sa première disquette. 16 février 2005. L'inspecteur Randy Stone passe au crible la disquette violette que BTK a envoyée à Cake TV. Stone est le flic le plus doué en informatique de la police de Wichita. Au bout de quelques jours, il parvient à accéder aux métadonnées des fichiers supprimés. 2 noms en ressortent. Celui de l'église luthérienne de Wichita et celui d'un certain Dennis. Qui est ce Dennis dont personne n'a jamais entendu parler ? Après une rapide recherche Internet, les flics découvrent que le président du conseil de l'église s'appelle Dennis. Dennis Rader. 25 janvier 2005. Dennis rentre chez lui pour déjeuner. Il pense à la jeune femme qu'il n'a pas pu tuer à l'automne dernier. Il avait pourtant tout planifié. Et il s'était engagé auprès des autorités. Au dernier moment, des ouvriers s'étaient pointés devant chez elle, alors qu'il était déjà dans la cour. Mais ce n'est que partie remise. Dennis s'en chargera dès que les températures se radouciront. Ce sera son ultime projet, son grand final. Il a même prévu de mettre le feu à la scène de crime en utilisant des bouteilles de propane. En retrouvant Paula, Dennis refoule toutes ces images dans les tréfonds de son esprit. Il se montre affable et banal, comme il le fait depuis son plus jeune âge. Paula, elle, est incapable de cette maîtrise. Et c'est morte d'inquiétude qu'elle le prévient que 2 agents de police l'attendent dans le salon. Dennis ne laisse rien paraître de ce mélange de peur et de résignation qui l'étreint. Mais, au fond, il sait que son impunité risque de prendre fin. Les flics n'ont qu'une envie, serrer ce salopard et le conduire tout droit dans le couloir de la mort. Mais ils doivent rester aimables pour que Rader les suive docilement au commissariat. Là-bas, l'employé municipal se plie sans sourciller à un test ADN. Son sang-froid est glaçant. Pour un peu, on le croirait innocent. Pourtant,
les analyses ne trompent pas. Son ADN correspond à celui du sperme retrouvé sur les scènes de crime. Dennis Rader est BTK, l'étrangleur de Wichita. C'est un cauchemar de 30 années qui s'achève. Les flics triomphent. Wichita va pouvoir recommencer à rêver. Dans la salle d'interrogatoire, pendant une 30aine d'heures, il raconte avec la précision d'un rapport de police tous les meurtres qu'il a commis depuis 1974. Il avoue 10 homicides et révèle aux enquêteurs où ils pourront trouver les photos qu'il a prises sur les lieux, les récits de ses crimes, ses magazines de bondage et ses dessins représentant ses fantasmes. Il y en a partout chez lui. Et même à l'église luthérienne du Christ. Rader se confesse sans difficulté, avec un certain plaisir même. Dennis ne regrette aucun de ses meurtres. Il n'a que 2 regrets. Ne pas avoir pu terminer son livre et avoir manqué son dernier meurtre. Alors que l'interrogatoire touche à sa fin, Dennis rend hommage aux flics qui ont réussi à le coincer grâce à de l'ADN vieux de 30 ans. Une bonne manière pour lui de se jeter des fleurs. Les enquêteurs sont forcément des as puisqu'ils ont arrêté le plus grand des serial killers. Alors que Dennis s'apprête à passer sa première nuit en tôle, il se console à sa manière en revoyant tous ses crimes. Un réconfort inépuisable pour les longues années de prison qui l'attendent. Ses victimes lui appartiennent à perpétuité. Le 18 août 2005, Dennis Rader, alias BTK, est condamné à 10 peines de prison à vie, soit 175 ans de réclusion, sans possibilité de liberté conditionnelle. Ces crimes ayant été commis avant la réintroduction de la peine de mort au Kansas, il échappe à l'injection létale. Il est incarcéré à l'Eldorado Correctional Facility, à 1 heure de voiture à peine de Wichita. Il dispose d'une cellule individuelle, isolée du reste des détenus. Lors de son procès, Rader a plaidé coupable pour chacun de ses meurtres et présenté d'étranges excuses aux familles de ses victimes, affirmant qu'un démon le possède et lui impose sa volonté. Pourtant, ce si fervent chrétien n'a jamais cherché à s'en faire exorciser.